bienvenue à cette première de la saison 2019-2020 de votre émission préférée, Histoire de passer le temps. Je me présente, Sabrina Gaudreau-Drouin à l'animation. On espère sincèrement que vous avez passé de belles vacances estivales, même si là, le retour au travail paraît quand même assez difficile pour plusieurs. Nous, on revient en force pour une troisième saison qui vous réserve encore des belles surprises sur des sujets tout aussi intéressants et variés que les précédents. Je suis accompagnée aujourd'hui d'une très belle équipe de chroniqueuses et chroniqueurs et aussi de visionnaires. On a un grand auditoire aujourd'hui. D'abord, on a Julien Lehoux, un nouveau collaborateur à l'émission, qui va faire sa première chronique à vie aujourd'hui, qui étudie l'internement des civils canadiens à Hong Kong durant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui a des grandes résurgences dans l'actualité en ce moment, donc des émeutes de Hong Kong de 1967 et de ses conséquences sur ses relations avec la Chine. Bonjour Julien. Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Hello. J'ai également avec moi Isabelle Dufour qui va nous parler de Sappho, une grande figure de la littérature politique de l'époque archaïque. Bonjour Isabelle. Bonjour. La dernière, mais non la moindre, notre bien-aimée Amélie Roy-Bergeron qui va nous parler des pilules rouges d'antan très prisées, publicisées. On parle ici de pilules qui s'annoncent comme remède de tous les maux des femmes et qui promet guérison à celles qui les achètent. J'ai bien hâte d'en attendre plus. Bonjour Amélie. Allô Sab. On a aussi avec nous en studio Xavier Spratt qui va nous faire probablement l'honneur de chronique dans les prochaines semaines, sans pression. Bien contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Bonjour Xavier. Merci, bonjour. Et on a aussi une presque dernière personne en fait. On a notre très charmante Marie-Laurence à la régie qui va nous conduire en musique au fil de l'émission. Bonjour Marie-Laurence. Allô Sabrina. Et là, on finit pour vrai avec Magali. Oui, c'est moi. Qui vient passer un petit peu de temps avec nous et écouter les belles chroniques qu'on a à venir. Exactement. Donc, pour celles et ceux qui nous découvrent là, avec cette nouvelle saison, bienvenue parmi nous. Et vous allez voir là, qu'au fil des émissions, vous serez pas déçus. Il y aura pas d'anecdote aujourd'hui pour notre première. Laissez-moi plutôt, en fait, vous introduire un petit peu l'histoire de passer le temps. Donc, notre mission première, c'est bien sûr de vulgariser l'histoire à un plus large public. Puis quand je dis l'histoire, c'est vraiment toute histoire confondue, puisque nous avons la chance d'avoir une belle gang de collaborateurs et collaboratrices qui étudient une panoplie de sujets distincts de l'Antiquité au sport, en passant par les scouts ou encore des personnages de champs spatio-temporels complètement éclatés. Quand l'occasion se présente, on cherche également à apporter une autre vision par l'analyse historique de certains faits d'actualité, tout en tentant d'intéresser le plus grand nombre de personnes à cette merveilleuse discipline qu'est l'histoire. Mais l'histoire de passer le temps, c'est un nombre incroyable de chroniques depuis ses débuts et par le fait même de chroniqueuses et chroniqueurs, hautement pertinentes et pertinents depuis 2016. C'est plus de 112 000 écoutes pour la dernière année seulement sur le site de Choc. Fait quand même, c'est pas à négliger. En dépit des plateformes comme iTunes, Spotify, etc. C'est également près de 1400 mentions j'aime sur Facebook, donc des personnes qui nous suivent quasi quotidiennement là, dans nos activités médiatiques. Puis aussi un rayonnement partout au Québec, mais aussi au Canada. Donc, on est très fiers de revenir encore pour cette année. Puis un grand merci, en fait, à tous nos auditrices et auditeurs. Bon, je sais que c'est beaucoup de blabla là, avant de commencer l'émission, mais ça fait quand même un bail là, qu'on s'était pas jasé. Fait que ça méritait une petite session de mise à jour pour nos nouvelles et nouveaux auditeurs, mais aussi pour rafraîchir la mémoire de nos anciens. Donc, nouvelle saison, aussi des nouvelles idées. À partir de la semaine prochaine, le petit fait historique qui nous a amusés et fait rire va un petit peu changer et parfois laisser sa place là, pour des questions du public. Donc, vos questions, lorsque vous aurez justement des questionnements sur l'actualité ou sur des sujets qui vous intriguent depuis quand même un certain temps, on va se donner le mandat, nous, d'y répondre sous forme de micro-analyse là, en discussion.
n'importe où dans l'émission. Là, on va décider ça comme le vent nous amène. Donc, on va faire une plus grande annonce sur nos plateformes médiatiques. Donc, restez à l'affût. Mais si vous voulez, directement après l'émission, là, commencez à nous poser vos questions sur Facebook ou sur Twitter. Bon, là, ça suffit. Parce que moi, je suis prête à commencer. Fait que j'espère que vous l'êtes aussi. Donc, sans plus attendre, on va passer à notre première chronique de la saison. Julien, la parole est à toi. Bien, merci Sabrina. Bien, bonjour à vous. Bonjour. Merci vraiment beaucoup de m'accueillir à votre émission. C'est vraiment un honneur pour moi de commencer la première émission de la saison avec vous. Aujourd'hui, ma chronique va se porter sur les émeutes de Hong Kong de 1967. Vous avez probablement entendu parler, en fait, je l'espère, des émeutes, des manifestations qui se donnent à Hong Kong depuis le début d'été. Et en fait, dans toute la grande couverture médiatique de ces manifestations-là, il y a toujours la phrase qui me tique vraiment, c'est que ces manifestations-là sont les plus importantes depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine communiste en 97. Et ça me fait tiquer personnellement en tant qu'historien de Hong Kong, parce que c'est comme l'implication que, c'est jamais rien passé à Hong Kong avant ça. 97, c'est comme Hong Kong est arrivé à la Chine, puis avant ça, il y avait rien. L'intention de ma chronique aujourd'hui, c'est de vous parler des émeutes de 67, puis de montrer à quel point ces émeutes-là ont eu une importance importante. Donc, une très grande importance sur l'histoire de Hong Kong. Alors, avant de commencer directement dans le vif du sujet, faut savoir que ces émeutes-là ont un contexte plus large que la colonie en tant que telle. Il faut aller en Chine, en 1966. À ce moment-là, Mao Zedong, qui est le père de la révolution chinoise, a décidé de commencer la grande révolution culturelle, c'est très difficile de faire un résumé de la révolution culturelle. C'est un sujet extrêmement large qui, en toute honnêteté, mériterait une chronique. Mais on pourrait la caractériser de façon très simple. C'est un moment de contestation générale où, au nom du père du communisme chinois, Mao, au nom, dans le fond, de la protection des acquis de la Révolution de 49, la jeunesse chinoise va se mobiliser pour étiqueter pas mal tout leur entourage comme étant des anti-révolutionnaires. Je fais un résumé très bref, mais dans le fond, c'est les élèves qui vont dénoncer leurs professeurs, c'est les employés qui vont dénoncer leurs patrons, les enfants vont dénoncer leurs parents, tout ça pour montrer à quel point que, comme je dis, pour protéger les acquis de la Révolution. Et c'est ce grand sentiment-là de contestation qui va être transporté à Hong Kong en 1967. À ce moment-ci, la jeunesse hongkongaise est au courant de ce qui se passe en Chine. Je veux dire, à l'époque, il y avait beaucoup de manifestations qui se faisaient en Chine, auxquelles la jeunesse est au courant de, comme je dis, de qu'est-ce qui se passe. Mais aussi, par exemple, sur l'île de Macao, qui est l'île à côté de Hong Kong, qui était aussi, encore une fois, une colonie portugaise à l'époque, les groupes communistes là-bas se mobilisent et commencent déjà à vous questionner très ouvertement, pour pas dire à se révolter, contre l'autorité coloniale à l'époque. Ce qui va inspirer beaucoup la jeunesse hongkongaise. Comme de fait aussi, le mécontentement contre la colonie britannique, contre les autorités coloniales, date pas d'hier. La majorité des Chinois de Hong Kong se sont établis dans la colonie en 49, après la victoire des communistes. Ce sont vraiment des réfugiés qui sont ici. Et 20 ans après, la majorité de ces réfugiés-là n'ont jamais dépassé ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils se sont établis en Hong Kong dans des bidonvilles, et 20 ans plus tard, ils sont encore dans des bidonvilles carrément insalubres. Wow. Il y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, le taux de chômage est extrêmement élevé. Ici, la colonie a vécu un bon essor économique depuis le temps. On dirait que ça semblait plus profiter aux Britanniques qu'aux Chinois en tant que tels. Donc, ces Chinois-là ont vraiment l'impression de stagner, qui n'ont pas de possibilité d'avancement social. En fait, j'ai un inspecteur de police à l'époque qui va témoigner, qui va dire que cette situation-là était vraiment un terrain fertile pour un sentiment de contestation générale. Et comme de fait, avant les émeutes de 67, il y a eu une autre émeute aussi en 1966. C'est quand la jeunesse chinoise va se mobiliser pour demander tout simplement des meilleures conditions de vie aux colonies britanniques. Cette petite émeute-là va durer une semaine seulement, mais on va voir que en 67, le ras-le-bas général va avoir des proportions beaucoup plus larges qu'en 66. Alors, comme de fait, les émeutes de 67 vont commencer le 6 mai. C'est quand une simple dispute entre des ouvriers d'une usine et leur patron va débouler dans la rue et les patrons vont appeler la police en renfort. La police va arriver, ils vont arrêter jusqu'à 21 travailleurs et ce qui va constituer comme étant, disons, la première affrontement ouvert entre les deux camps. Et là, je parle d'un affrontement, en toute honnêteté, c'était pas si grave que ça. J'exagère un peu. Donc, finalement, c'est plutôt symbolique. C'est ce qui va amener le début des plus grandes émeutes, des plus grandes altercations. Exactement. Cette altercation-là, oui, il y a eu quand même 21 arrestations, mais c'était, quelques échauffourées ici et là, un peu de violence, mais tu sais, une petite jambette. Et sinon, vraiment, il y a personne qui était blessé gravement ou quoi que ce soit. Mais comme Sabrina l'a mentionné, c'est que oui, ça a été vraiment un moment
de départ pour que les leaders syndicaux décident de se mobiliser et de protester plus largement que ça. Donc, la journée après, la plupart des syndicats vont se poster devant les postes de police pour manifester là, ce qui va entraîner des nouvelles altercations, qui cette fois-ci vont être un peu plus violentes, des nouvelles arrestations, et en retour, ça va augmenter un peu les tensions les deux camps. Oui. Ben justement, je me posais la question sur la police. Est-ce que à ce moment-là, c'est une police composée de Hongkongais ou c'est plutôt des Britanniques? C'est qui? Est-ce que c'est vraiment un clash police-population? Ben, c'est vraiment une très bonne question. À l'époque, la majorité des policiers, je dirais que c'était des Chinois. Des Chinois qui étaient établis à Hong Kong. L'état-major, la plupart des gens qui étaient dans les plus hauts échelons, c'était des Britanniques. À vrai dire, à l'époque, là, je ne veux pas dire des chiffres en l'air, mais je pense que la population britannique faisait moins d'1% de la population hongkongaise. Faire une histoire très courte, Hong Kong était une colonie de comptoir jusqu'en 1949 où qui s'est retrouvé avec un flot de millions de réfugiés chinois qui avaient dû un peu dealer avec ça. Donc oui, pour te répondre à la question, très peu de Britanniques étaient là. La majorité des officiers de terrain, c'était des Chinois, mais aussi beaucoup de Gurkhas, beaucoup d'Indiens qui étaient pris d'Inde pour faire leur service à Hong Kong. Donc oui. Merci. Il n'y a pas de problème. Et sinon, alors, oui, beaucoup de manifestations devant les postes de police, mais aussi beaucoup de leaders syndicaux qui vont se mettre dans la rue et qui vont faire des discours, qui vont passer des tracts, qui vont discuter juste généralement avec la population pour un peu les mettre au courant de ce qui se passe et leur montrer que leurs revendications n'affectent pas juste eux autres, mais l'ensemble de la population chinoise à Hong Kong. À ces gens-là, il y a aussi beaucoup de militants maoïstes qui vont joindre à ça. On parle des étudiants d'université ou juste des militants lambda. On parle des gens qui sont ouvertement communistes, qui demandent vraiment une annexion de Hong Kong au reste du continent chinois, régi par Mao Zedong. C'est des gens, par exemple, qui vont arborer le badge avec le visage de Mao Zedong ou qui vont juste vraiment exposer leur petit livre rouge qui contient tous les écrits de Mao durant les manifestations ou différentes démonstrations publiques. Et à ce beau petit monde-là, on ajoute aussi les organes de presse marxistes, des journaux, des émissions de radio, qui vont vraiment couvrir toutes ces manifestations-là, en prenant évidemment un parti pris très affirmé pour les gauchistes. Par exemple, il y aura beaucoup d'organes de presse, beaucoup de journalistes qui vont qualifier l'administration britannique de fasciste et de promulguer des atrocités fascistes. Donc, c'est dans ce beau contexte-là de mobilisation générale que les manifestations vont commencer. Une des plus importantes, ça va être le 11 mai, dans les quartiers appauvris de Wong Tai Sin, East Kowloon et Shek Kip Mei, qui étaient d'ailleurs beaucoup des bidonvilles à l'époque, qui vont faire l'objet d'une très grande manifestation, qui va avoir une répression plutôt affirmée des policiers. On parle de gaz lacrymogène, et des charges à la matraque pour mater les manifestants. Les manifestations vont se poursuivre tout le mois de mai, aussi le mois de juin, mais on va voir le 8 juillet qui a eu un tournant très radical à ce moment-ci. C'est quand il y a eu une démonstration particulièrement brutale à Châteaucoq, qui est un village frontalier entre la Chine et Hong Kong. Dans le fond, la moitié du village est en Chine, l'autre moitié est en Hong Kong. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait environ 400 manifestants venant du continent chinois qui sont venus manifester dans la partie hongkongaise du village en support à leurs camarades là-bas. Le poste de police était, disons, assiégé. Donc, les policiers, dans peut-être un excès de zèle, ont commencé à tirer des coups de mitrailleuse dans les airs. Mais là, bon, les rapports sont un peu vagues là-dessus. Peut-être aussi dans la foule. Comme je dis, les rapports sont vagues. En retour, les manifestants vont répondre à coups de bombe incendiaire et les échanges de coups de feu vont se faire aussi, ce qui fait que, au final, il y aura 5 policiers qui vont décéder, dont 11 autres personnes qui vont être blessées. Et là, pour être honnête, ces événements-là auraient pu carrément déclencher une guerre dans la Chine et la Grande-Bretagne. Pour des raisons, disons, assez diverses, les deux ont décidé de regarder des deux bords pour faire comme si de rien n'était. Par contre, du côté des manifestants, l'événement a été vraiment un grand catalyseur de radicalisation, autant chez les manifestants que du côté des policiers. Par exemple, le 9 juillet, la journée après, il y aura une première émeute qui va être déclenchée par 150 gauchistes qui vont clasher avec la police, et ce qui va causer 2 décès, un chez les policiers et un chez les manifestants. La même journée, c'est 300 gauchistes qui vont combattre avec la police, ce qui va, causer la destruction d'une station de tramway. Il y aura un autobus qui va passer en feu et plusieurs véhicules publics qui vont être endommagés. La manifestation va vraiment être sur d'égal à égal. Jusqu'à minuit, les manifestants vont tranquillement se disperser. Mais outre les émeutes, les gestes les plus graves, c'est vraiment les bombes qui ont été confectionnées par les manifestants et déposées un peu partout dans la colonie. Et là, on parle de 8000 bombes artisanales qui ont été construites. Et là, je fais pas des blagues, mais la majorité de ces bombes-là ont été construites dans les cours de sciences à l'école. Imaginez que vous êtes un élève au secondaire, peut-être mettons plus à l'université ou mettons en fin de secondaire, que vous arrivez à l'école et votre professeur vous dit « Bon, aujourd'hui, les travaux qu'on va faire une bombe artisanale. » Donc, c'est un peu dangereux. Un peu dangereux, d'ailleurs, mais pour l'anecdote, il y a eu quelques élèves qui ont perdu des membres. Il y a quelques écoles qui ont aussi fermé. Mais bon, donc c'est 8000 bombes qui ont été confectionnées.
Par contre, il y en a juste 1100 que c'était des vraies bombes. Donc, une bombe sur 8. Les autres, c'était des fausses bombes. Malgré tout, toutes ces bombes-là étaient vraiment déposées un peu partout dans la ville. Il n'y avait pas de cible précise nécessairement. C'était vraiment placé un peu au hasard. Donc, faut que tu te souviennes s'il y en a une, où est-ce que tu marches ou pas. Parce que même si c'est toi qui l'as mis, c'est la t'en rappelles pas. Exactement. Tu sais pas si c'est une vraie ou si c'est une fausse bombe. Ben oui, c'est ça. Puis évidemment, là, ces bombes-là, ça cause un grand vent de panique chez la population générale parce que ça touche pas juste les Britanniques, mais ça touche vraiment monsieur, madame, tout le monde. Par exemple, une des conséquences les plus tragiques, il y a une bombe qui était enveloppée dans du papier cadeau qui a été trouvée par 2 enfants de 8 et 2 ans et la bombe a détonné, ça les a tués. Ah mon Dieu. Mais c'est sûr que du papier cadeau, c'était quand même alléchant, là. C'est très attrayant. C'est vraiment sérieux. C'est une drôle de stratégie, tout de même. Ouais. Très bien caché. Un petit cadeau, oui. Mais est-ce qu'en fait, le fait que ça cible des enfants, ben, pas c'est ciblé, mais que des enfants se retrouvent à vraiment être des victimes collatérales de tout ça un peu, est-ce que ça modifie, et si oui, de quelle façon, l'opinion de la population générale? Oui, en fait, je vais venir un peu plus tard là-dessus. Okay, mais oui, il y a eu une influence. Ça a vraiment fait un 180 au niveau de l'opinion de la générale. Quand des enfants deviennent victimes, c'est là un peu que le vent tourne complètement, disons. Mais je vais prendre ta question en stand-by. Oui, je te réponds dans quelques secondes. C'est correct. Mais oui, mais sinon, outre les attaques à la bombe, il y a eu aussi beaucoup d'assassinats ciblés qui ont été commis. Par exemple, le 25 août, l'animateur de radio, Lan Bonn, qui était un anticommuniste assez fervent, s'est fait embusquer avec son cousin. Les deux étaient en train de conduire en voiture et il y a des agents de la des militants radicaux qui étaient habillés. Des gauchistes, dis-le. Des gauchistes. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Des gauchistes qui étaient habillés, dans le fond, en agents de la construction, qui ont interceptés. Ils ont inondé leur voiture de pétrole, qui ont mis au feu. Donc, les 2 messieurs sont décédés. D'autres aussi, les policiers qui ont été touchés. Il y a un policier, le 28 août, qui s'est fait poignarder à Cheikh-Kipmé, et un autre, le 9 septembre, qui a été poignardé sur place. Fusillé sur place. Fait que ça s'étend vraiment sur une longue période de temps quand même, ces affrontements-là. Est-ce que c'est quasi quotidien ou c'est... Il y avait des émeutes, je te dirais, des manifestations, des émeutes quasi quotidiennement. Okay. Oui. Des fois plusieurs dans la même journée. Des fois peut-être une journée un petit peu plus tranquille que d'autres. Mais on se laisse un break aujourd'hui. On se laisse un break, oui. Mais oui, comme j'ai dit, radicalisation chez les manifestants, radicalisation aussi chez la police. La police va procéder à plusieurs arrestations. Arrestations qui étaient souvent, disons, un peu douteuses. Dans d'autres cas, par contre, ils vont faire plusieurs raids qui étaient de lieux qui étaient notorieusement gauchistes. Dans un de ces raids-là, ils vont trouver des bombes, des armes à feu et même un hôpital clandestin au cas où qu'il y aurait un siège ouvert dans cet établissement-là. Pour une grande frange des gauchistes, certains étaient vraiment prêts à une guerre ouverte avec la colonie britannique. Ça donnait nécessairement à ce qu'il y ait une aide chinoise là. Et finalement, oui, je vais répondre à ta question, Amélie, mais vraiment, les violences ont vraiment causé un revirement de veste de la part de la population. Si à majorité, les gens étaient très en appui aux revendications des travailleurs, parce que, comme il dit, ça les touchait eux autres aussi, quand ça commençait à toucher des enfants, quand ça commençait à avoir de plus en plus de répercussions sur leur vie personnelle, c'est là que ça a décidé que non, finalement, on va plutôt prendre pour les Britanniques. Je dis, c'est un appui plus affirmé vers les Britanniques, mais c'était pas nécessairement d'un appui pour leur politique coloniale, plutôt qu'ils voyaient les Britanniques comme un vecteur de stabilisation. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était vraiment qu'on arrête les violences à tout prix. Puis si c'est les Britanniques qui vont le faire, tant mieux. Tant mieux, exactement. Donc finalement, les émeutes vont s'estomper par elles-mêmes en décembre. Il y aura toujours des manifestations ici et là, mais avec la majorité des leaders syndicaux qui vont être arrêtés, la majorité des radicaux qui vont être aussi arrêtés, et avec la grande majorité des modérés qui vont enlever leur appui au mouvement, il ne restera plus grand monde. Donc ça va s'estomper par lui-même. D'ici à la fin des émeutes, on va parler de 51 personnes qui vont décéder pour 802 autres personnes qui vont être blessées. En tout, un peu plus de au moins de 5000 personnes qui vont être arrêtées, dont 1936 qui seront condamnées pour leur arrestation. Donc, c'est quoi les conséquences de ces émeutes-là sur Hong Kong? Il y en a eu plusieurs. Du côté de l'administration britannique, les émeutes ont été, dans le fond, le signal d'alarme qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. La population est extrêmement mécontente. Alors, ils devraient vraiment augmenter leur politique économique et sociale pour améliorer la situation des Chinois là-bas. Donc, Donc oui, les Britanniques ont pu rester en place, mais c'est vraiment de justesse. Et bon, je vais souligner aussi, c'est bien parce que la Chine à côté a décidé de ne pas intervenir. Chez les gauchistes, les émeutes de 67 ont vraiment signalé une débandade de leur mouvement. Si avant ça, ils faisaient partie des mouvements les plus populaires en Hong Kong, avec leurs organes de presse, avec leurs groupes militants, avec les groupes syndicaux, ils ont été carrément marginalisés, même démonisés par la population générale. Encore aujourd'hui, en fait,
le communisme, le maoïsme, est associé avec la violence, en fait. Ce qu'on pourrait dire, surtout, c'est que les émeutes de 67, du point de vue de la population générale, c'est un rejet affirmé vers le communisme. Pour les Chinois de Hong Kong, les émeutes, certains historiens et politologues vont dire, c'est que les émeutes vont être un vecteur, une première étape pour une nationalisation hongkongaise. Les gens là-bas se disent plus nécessairement chinois, ils vont plutôt se dire comme étant des Hongkongais. C'était vraiment une première étape qui se suit jusqu'à aujourd'hui. On parle d'un choix d'autodétermination de Hong Kong maintenant. Si en 1967, ça a été, comme je dis, un refus du communisme, en 2019, c'est juste une réaffirmation de ce refus-là. C'est une réaffirmation qu'on ne veut pas de la Chine dans nos affaires à nous. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais conclure ça ici. Ouais, oui. Mais merci beaucoup, Julien, de nous avoir éclairé là, sur cette situation trouble qui ont nettement changé l'image de Hong Kong. On va maintenant aller en musique avec DJ Marie-Laurence. Qu'est-ce que tu as pour nous? Et aujourd'hui, je vous présente Apophis, le nouveau single du groupe Chose Sauvage. Dernière fois, j'étais ici. De retour à Histoire de passer le temps. Toujours Sabrina Gaudreau-Drouin au micro. On jasait un petit peu, là. Vous nous avez démasqué. On se retrouve pour la deuxième chronique de notre émission avec Isabelle qui nous parle d'une grande figure féminine de la Grèce antique. La parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Moi aussi, ça me fait un réel plaisir d'être avec vous pour cette première émission de cette saison ou de cette nouvelle mouture 2019-2020. Donc, bonne rentrée, même si finalement elle commence juste la semaine prochaine. Fait que bonne rentrée d'avance. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une figure importante de l'Antiquité archaïque, donc l'époque qui précède la période classique, donc l'apogée d'Athènes, dont nous parlons moins souvent. J'ai donc choisi de parler de la poétesse Sappho, que l'on connaît tous de nom, mais dont on sait peu de choses sur sa vie au final. J'ai choisi donc de parler de Sappho parce que premièrement parce qu'elle vient de Lesbos. Donc tous ceux qui ont fait partie de l'école d'été de Molivos ont passé plusieurs semaines sur l'île de Lesbos. Donc je prends quand même le temps de saluer nos amis de Lesbos. Si jamais ils nous écoutent.
et de Molivos. Oui, Calimera. Donc, mais revenons à notre poétesse. Donc, énigmatique, encore pour nous contemporains, il reste difficile de faire l'histoire de cette dame lyrique, puisque seuls des fragments de ses poèmes nous sont parvenus, et ces fragments sont des copies beaucoup plus jeunes que les originaux quand ils ont dû être écrits. Il faut donc se fier aux textes des auteurs postérieurs pour tenter de saisir les contours de sa vie, je dis bien les contours de sa vie. Mais il persiste toujours des zones grises parce que les informations divergent d'une source à l'autre. Utilisant ces textes, il faut aussi faire attention aux billets des auteurs qui sont, somme toute, perceptibles dans leur explication de sa vie. En tout, près de 100 auteurs anciens ont écrit sur celle-ci. Pour vous donner un exemple de billet, Ménandre, comique du 4e siècle avant Jésus-Christ, utilisa la figure de Sappho dans l'une de ses pièces de théâtre, mais il la dépeint comme étant une personne dépravée au niveau sexuel, donc elle couche avec n'importe qui, et ayant des problèmes d'ivresse. Cette caricature influença assurément les auteurs ultérieurs. Ouais. Mais on peut dire aussi que ça doit être pas mal des hommes qui ont écrit sur Sappho. Hein? Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autrices anciennes, donc elle fait partie de l'exception. Donc, nous pouvons toutefois dresser un certain portrait de sa vie. Sappho vivait durant la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, on sait qu'elle était au pic de sa production littéraire. Elle floquissait lors de la 42e Olympiade, ce qui veut, là, si on fait un calcul rapide, c'est autour de 612 avant Jésus-Christ. Je ferai pas un test, là. C'est quand la 12e Olympiade, les amis? Non. Donc, sur l'île de Lesbos, il mourut autour de 580 avant Jésus-Christ. En fait, c'est son origine ethnique qui donna lieu au terme lesbienne, en fait plus lesbienne, pour désigner l'attirance d'une femme envers une autre. Donc, c'est vraiment le fait qu'elle venait de l'île de Lesbos, qui est toujours une plaque tournante pour le tourisme lesbienne. Il y a la plage d'Eressa, c'est le hotspot. On vous le confirme. Excusez. Elle vécut notamment dans 2 cités clés, donc Eressos, évidemment, et Mytilène, qui est la capitale de l'île encore aujourd'hui. Sa famille possédait des origines de l'Asie mineure, région de la Turquie actuelle, plus précisément de la région de la Lydie, donc seulement moi et Magali savons c'est où. Effectivement. C'est seulement la Turquie. Oui, c'est ça. Sa famille faisait partie de l'ancienne aristocratie de Mytilène, car suite au changement politique des décennies précédentes, des tyrans avaient pris le pouvoir sur l'île. Selon Ovide, auteur romain du 1er siècle avant, 1er siècle après, son père, Scamandronymos, était un riche propriétaire terrien et avait fait fortune dans le commerce. De plus, l'un de ses frères, donc on sait qu'on en avait 3, donc c'est ce qui va peut-être l'aider par la suite, vous allez comprendre, Larikos était un prytane de la cité de Mytilène, donc on sait que c'est des gens importants au sein de la politique de Lesbos. On sait aussi que son père est décédé lorsqu'elle en avait que 6 ans, donc elle a perdu peut-être un peu de protection à ce moment-là. Elle a sûrement été mariée, là, c'est pour ça que je parle de protection. Donc, on sait qu'une femme avait un kyrios, donc un tuteur, que ce soit son père, son frère ou son mari. Mm-hmm. Donc, il y a rarement de femmes qui pouvaient vivre sans un attachement masculin comme ça. Donc, on pense qu'elle s'est mariée. À un certain, là, j'ai oublié son nom, il y avait un nom, je pense que c'était Cléricos, comme ça, quelque chose comme ça. Chose qui est sûre, c'est que son mariage fut de courte durée, soit par le fait qu'ils se sont séparés ou qu'il est mort de manière prématurée. Ils ont eu une petite fille ensemble durant cette union parce qu'elle va faire on a reçu on a découvert des petits fragments sur où elle parle de sa fille du nom de Cléis. Donc ça c'est un peu pour son portrait familial. Ce qu'on sait sur elle en fait, c'est qu'elle se décrit elle-même comme étant petite et aux cheveux noirs. Voilà. Donc, c'est ces 2 caractéristiques que l'on reprend par la suite. Et les auteurs, plus on avance dans le temps, plus ils vont la désigner comme étant pas très charmante, pas très jolie. Mais ça peut venir aussi avec le discours on veut distancier le fait qu'elle avait un charme. Elle va connaître l'exil. Donc, sous la tyrannie de Myrsilos, elle se serait aussi réfugiée à Syracuse. Donc, c'est vraiment très loin, là, Lesbos, Syracuse. Et aurait été graciée quelques années plus tard. Elle va retourner à Lesbos. Donc, je vais revenir là-dessus à la fin de la chronique. Évidemment, ce voyagement-là, donc de Lesbos à Syracuse, a sûrement aidé aussi à la diffusion de ses poèmes, là, puisqu'elle a voyagé. Elle a quand même eu 2 communautés dans lesquelles elle a quand même assez brillé, je crois, qui ont fait la diffusion de ses poèmes.
Il est aussi évident que maintenant on sait que Sappho a quand même vécu dans des conditions favorables pour une femme de son époque. Donc surtout par rapport aux conditions féminines, là, comme j'en ai parlé plus tôt, qu'il faut se dire assez patriarcales. Donc elle a eu notamment la chance de posséder une éducation élaborée, donc elle savait écrire et lire. Là, c'est quand même assez exceptionnel pour le 7e siècle avant Jésus-Christ. On sait qu'elle a écrit autour de 12 000 vers, dont 660 nous sont parvenus. Selon les Alexandrins, donc les grands rassembleurs de la bibliothèque d'Alexandrie, elle aurait écrit 9 livres. Donc c'est vraiment quand même une production quand même assez exceptionnelle. Et on l'appelait la 10e muse. Donc les muses étaient celles qui inspiraient les Aèdes comme Homère lorsqu'ils faisaient leurs prestations sur les grands poèmes de l'Antiquité. Voilà, et en fait, au final, là, ça nous fait un poème entier et quelques fragments. Tout ça pour dire qu'on n'a pas grand-chose. Une belle petite récolte. Oui, c'est ça, une petite lecture. Donc, si vous voulez lire Sappho, c'est vraiment pas long, je vous suggère. C'est beau, puis c'est pas long. Exactement. Donc, évidemment, ce qui est surprenant avec Sappho, hormis qu'elle soit une autrice, c'est que, premièrement, elle ne s'est pas remariée, et deuxièmement, c'est qu'elle a écrit sur ses amours envers d'autres filles. Donc, Sappho faisait partie d'un petit groupe de femmes qui regroupait les femmes illustres de l'île. Donc, on connaît Anagara de Milet, Télésipa et Attis, parce qu'elle les nomme dans ses poèmes, qu'elle considérait comme étant ses amies. Celles-ci chantaient et dansaient lors de cérémonies officielles, comme par exemple les mariages. Donc, elles avaient comme une formation pour faire ces prestations. Au sein de ce groupe, Sappho faisait partie du corps enseignant, donc celle qui enseignait tous les rouages du chant et de la danse. Donc, elle avait quand même une figure d'autorité, j'imagine, dans ce petit groupe. Ces milieux pédagogiques rassemblaient, peut-on dire, à des petits conservatoires réservés aux femmes, et on sait que Sappho avait de fortes compétitrices comme Gorgo et une certaine Andromède qui possédait elle aussi ce genre de conservatoire. Donc, visiblement, il y avait comme une compétition féminine dans ces lieux pédagogiques. Selon Maxime de Tyr, philosophe et rhéteur romain du 2e siècle de notre ère, l'enseignement qu'offrait Sappho pouvait se comparer à celui que donnait aussi Socrate. Donc, il faut faire attention à ce genre de proposition, mais ce que propose Maxime de Tyr, c'est qu'elle donnait sûrement un enseignement qui allait au-delà du chant et de la danse. Donc, elle devait propager ses idées, peut-être un peu de protestation envers ce qui se passait sur l'île. Tout comme les autres Aèdes, Sappho jouait aussi de la lyre et transmettait son art par l'oralité. Donc, il y avait des rassemblements et elle faisait une prestation devant souvent un grand public, sûrement en fait. Elle dédie son œuvre à Aphrodite, réelle détentrice de la séduction et de la sexualité, ce qui peut aussi expliquer les thématiques qu'elle va aborder. Dans sa poésie, comme j'ai dit, elle ne cache pas du tout son amour et son attirance physique envers les femmes. Elle les aimait avec passion. Fait que j'ai décidé de vous lire un extrait parce que je pense que personne n'a lu Sappho ici. Donc, le poème s'intitule « À une femme aimée de Sappho », traduit par Ernest Falconet. Il me paraît égal aux dieux, celui qui, assis près de toi, doucement écoute tes ravissantes paroles et te voit lui sourire. Voilà ce qui me bouleverse jusqu'au fond de l'âme. Sitôt que je te vois, la voix manque à mes lèvres, ma langue est déchaînée, une flamme subtile court dans toutes mes veines. Les oreilles me teintent, une sueur froide m'inonde, j'imagine. Tout mon corps frissonne. Je deviens plus pâle que l'herbe flétrie. Je demeure sans haleine et il semble que je suis près d'expirer. Me voici presque morte. Enfin, je crois. On a perdu le reste. Oh. Donc, cette liberté d'expression est exceptionnelle. C'est ce qui a chicoté, peut-on dire, ses contemporains et la majorité des auteurs du monde grec et romain. Certains vont même à cacher son homosexualité et à le transposer sur une autre Sappho fictive qui aurait vécu en même temps qu'elle sur l'île de Lesbos et qui aurait écrit elle aussi, qui aurait fait une production lyrique, puis qui serait venue d'une autre cité du nom d'Érissée, qui ressemble beaucoup à Erissos, qui serait aussi une cité proche de Mytilène. Et cette dernière, donc la Sappho fictive, aurait été une courtisane. Donc, il expliquerait ses mœurs légères. En fond, il essaie de détacher de la femme sexuée de la poétesse parce que c'est subversif. Tout à fait. Donc, puis c'est quand même, il y a quand même une question qui se pose. Tu sais, dans le fond, elle parle aussi de son amour envers des jeunes filles. Là, c'est pas juste des femmes. Mais on sait aussi que la pédérastie était super commune. Donc, mais visiblement, on va pas interdire l'homosexualité féminine, mais on va pas l'afficher. Je crois. En fait, c'est mon interprétation. Magali pourra nous le dire à la fin de la session dans son travail. Écoute, oui, si jamais je me range que là, je ferai une petite chronique sur la sexualité féminine. Donc, ses talents lyriques furent reconnus par la plupart de ses contemporains, allant jusqu'à l'émission d'une monnaie. Donc, ça, c'est quand même exceptionnel. Là. Déjà, la monnaie, c'est pas tout le monde qui peut être dessus. Donc,
dans la cité des Ressos. Donc, c'est là, en fait, on dit Sappho aujourd'hui, mais ça devait être Psappho. Voilà. On le sait à cause de la monnaie. Elle fut également reconnue par les auteurs postérieurs, notamment Strabon, grand géographe grec du 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, affirme même lors de sa description des hommes illustres de Lesbos, donc lors des tyrans, la tyrannie du 7e siècle, qu'à la même époque a vécu Sappho, qui fut un être extraordinaire, car il n'est pas à notre connaissance qu'en aucun temps, si loin qu'on puisse remonter, il est paru qu'aucune autre femme capable de rivaliser avec elle, si peu que ce fût en matière de poésie. Donc sa réputation lyrique était indéniable. D'autre part, ce qui est intéressant avec notre poétesse, c'est qu'elle a écrit quelques vers. Là, je pense qu'on en a peut-être 3. Là, j'ai peut-être un petit peu mis l'emphase là-dessus dans la pub. Donc, sur la situation politique dans laquelle elle vivait, donc venant de l'ancienne aristocratie, c'est sûr que ça devait pas faire leur affaire là, à leur famille là, que les tyrans aient tout pris sur l'île, donc pris le pouvoir. Donc, ça se peut qu'elle a été, c'est peut-être pour ça en fait qu'elle a été exilée. Donc, on peut penser, donc c'est vraiment des suppositions, je n'affirme rien en ce moment, que les tyrans ou qui étaient au pouvoir, là, je vous donne 2 petits noms, là, Myrsilos et Pittakos, là, ont peut-être pas aimé qu'elle diffuse peut-être un discours un peu contre-courant, si on veut dire. Et on sait par le marbre de Paros, là, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui relate en fait tous les hauts faits de l'histoire grecque, qu'elle a été à Syracuse autour de 580 avant Jésus-Christ. C'est Pittakos qui va lui donner la permission de revenir à Lesbos. On sait qu'elle a quand même vécu plusieurs années après tout ça, là, parce que elle a écrit des vers sur les difficultés de la vieillesse. Donc on sait qu'elle a sûrement dû vivre longtemps, puis elle a dû être vieille. Voilà, donc Sappho a quand même une longue vie. En somme, Sappho reçut, on le sait, plusieurs attaques envers elle et fut la cible de plusieurs critiques. Malgré tout, sa réputation lyrique et poétique ne fut presque jamais remise en doute, comparativement à ses mœurs et ses relations intimes, ce qui démontre l'ampleur de son influence littéraire au sein de la société grecque, et ce jusqu'à la fin de l'Empire romain, et même on va la reprendre en fait je pense au 18e ou 19e lorsqu'on va parler d'homosexualité féminine. Elle fut assurément une femme qui marqua son temps et qui a su montrer une forme de résistance envers les conditions matrimoniales et politiques de son époque. Donc là, comme le disait Sappho elle-même dans son fragment 43, « Je dis que plus tard, encore quelqu'un se souviendra de moi. » Wow! Merci, Sappho. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette superbe chronique. On va maintenant retourner en musique avec Marie-Laurence. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et je vous propose la chanson The Barrel de l'artiste néo-zélandaise Aldous Harding. Encore une fois, j'ai... I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? They can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting led along. Rushed in to hold down your page, and now I sleep side words you do not read with me. I hear a song from inside the maze, the very one you made. And you shook at the ivory mantle. As a poet I knew to be gentle.
child, so begins the braiding, and in that braidy state, look at all the peaches I want to celebrate. Like an appearance out of nowhere. Look at all the peaches, it's already dead. I know you have the dove, I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg, I'm not getting led along. Transient heart waters the shell and we are the nut. But I saw a match struck outside the barrel. It's already dead. I know you have the dove, I'm not getting wet. Vous êtes toujours en bonne compagnie à l'antenne de Histoire de passer le temps pour cette troisième et dernière chronique de l'émission. Et oui, on est déjà presque à la fin. Toujours Sabrina à l'animation. Sans plus attendre, je passe la parole à ma collègue Amélie, avec qui on va parler pilule. C'est bien ça, Amélie? Oui, je m'excuse, j'ai comme brisé mon micro juste avant de commencer à parler. De pilule puis à cause tout. Oui, ben en fait, moi j'ai étudié beaucoup l'histoire de Montréal, fait que j'ai beaucoup regardé les journaux au fil de mes recherches, puis peut-être pas vous, personne qui avait étudié l'Antiquité, mais pour quiconque a déjà feuilleté les journaux montréalais du début du 20e siècle, vous êtes assurément tombé sur des publicités douteuses pour des contenus plutôt douteux parfois, ridicules aussi dans le ton de la publicité. Et juste sommairement, en préparant cette chronique-là, j'ai feuilleté quelques journaux et j'ai vu en vrac le Robol contre la constipation, le Fémol contre les ovarites et les autres problèmes féminins. La pilule Moro, M-O-R-O pour les hommes, est pris de problèmes digestifs, étourdissement et insomnie. Un autre médicament dont le nom m'échappe pour la pousse de cheveux. Un autre pour la prise de masse musculaire pour les hommes ou pour la prise de poids tout court pour les femmes. Des élixirs toniques de toutes sortes. Bref, l'homéopathie, les médicaments, les remèdes, tout ça, ça se confond vraiment, puis on sait plus qu'est-ce qui est médicamenteux réellement et qu'est-ce qui est seulement de la fabulation miraculeuse. Et en fait, aucune pilule ou remède de toutes sortes n'attire plus la curiosité que les fameuses pilules rouges qui sont parfois vantées de cet ancien mot. Toutes les femmes et les jeunes filles seront remises de leur fatigue, guéries de leurs maux de tête, de leur bourdonnement d'oreilles, de leurs palpitations et de tout ce qui les fait souffrir si elles emploient les pilules rouges. Donc, d'abord, les pilules rouges, une des choses qui les rend si mystérieuses et particulières, en fait, c'est le nom. Elles n'ont pas de nom plus scientifique que ça, donc même pas d'effort de rendre ça pseudo-scientifique d'aucune sorte. Ça reste juste les pilules rouges. Ainsi, dans sa version longue, ça peut aussi être les pilules rouges pour les femmes pâles et faibles. Le marketing n'était pas le même, hein? On va se le dire, là. C'était pas super attrayant. Non, mais c'est très précis. Tu sais exactement ce que c'est. Il était direct au but. Oui, c'est ça. Il y avait pas un peu gênant d'aller au comptoir de la pharmacie et de dire bonjour, je suis une femme pâle et faible. Puis elle a dit t'es pas assez pâle, t'es pas assez faible. Ah non, c'est sûr qu'il en donnait. Et l'autre chose, en fait, qui rendait ces pilules, encore une fois, si mystérieuses, c'est le fait que c'était des campagnes de publicité massives. C'est-à-dire que ouvrez, par exemple, je dis ouvrez, mais allez sur le site de BNQ, prenez l'exemplaire de votre choix de la presse entre 1900 et 1930, par exemple, et descendez les pages et il y a 100% de chances que vous tombiez sur une publicité qui prend
minimum le quart de la page sur les pilules rouges. Donc, c'est quand même à tous les jours, tous les numéros avaient des publicités comme ça. Donc, c'est quand même massif comme campagne de publicité. Ça veut dire qu'il y avait peut-être un certain revenu aussi pour se payer ça? Nécessairement, ça fonctionnait bien. C'était payant. Et en fait, ça se présentait sous forme de petites boîtes de une 50 pilules pour 50 sous ou un deal, tu peux en acheter 6 boîtes pour 2,50. Mais pourquoi s'en priver? Voilà. Et donc, réglons quelque chose tout de suite. En fait, c'est qu'est-ce que scientifiquement, qu'y avait-il dans ces petites pilules rouges? Au début du 20e siècle, devant l'engouement sur les produits miraculeux dans les journaux pour la population, des scientifiques se sont intéressés à la composition de ces médicaments et il y a un rapport de la British Medical Association qui a fait des tests sur les pilules en question et qui dit qu'en fait, c'est un mélange de sulfate ferreux, du carbonate de potassium, du magnésium, de la poudre de réglisse et du sucre. Donc, un supplément de fer avec du potassium contre l'acidité et du magnésium pour activer la circulation sanguine et contre les migraines. Globalement, c'est ce que c'est-à-dire un supplément alimentaire plutôt de base, comme on retrouve pas exactement ce type de choses-là maintenant, mais le concept ne nous est pas tout à fait étranger non plus. Puis il y a rien de révolutionnaire dans tout ça, c'est surtout une multivitamine un peu primitive pour combler des carences en vitamines et autres nutriments de base dans l'alimentation qu'on retrouve surtout normalement dans les fruits, les légumes et les produits laitiers. Donc, c'est des choses qui les gens pouvaient être, les femmes en fait, pouvaient être, tout le monde, mais là on parle des femmes, pouvaient être carencées, donc pouvaient avoir besoin de ce type de supplément-là. Et la posologie recommandée, attention, ça en prend beaucoup. Alors, les jeunes filles de 8 à 12 ans, une pilule après chaque repas. Wow. 12 à 16 ans, on recommande une pilule après déjeuner, 2 après dîner et une après souper. Et pour toutes les femmes de plus de 16 ans, 2 pilules après chaque repas. Quand même. Donc, c'était pas si cher. Ben, c'est ça. C'est quand même, si tu décides de te plier à tout ça, ça peut quand même revenir cher. Et il est également précisé que si l'estomac digère mal les pilules en question, prenez-les en même temps qu'un demi-verre d'eau chaude dans lequel vous avez mis une demi-cuillerée à thé de soda à pâte. Ah! What? Pourquoi? J'ai pas d'explication, mais bref, c'est pas très miraculeux et c'est seulement une bonne campagne de publicité qui a réussi à faire vendre toutes ces publicités, toutes ces pilules. Donc, je vais revenir à la fin de ma chronique sur les témoignages dans les publicités. Donc, la petite histoire derrière la création de cette pilule-là, en fait, c'est quand même créé par un médecin qui s'appelle Joseph Emery Coder. Né à Saint-Denis sur le Richelieu en 1813, il était médecin. Donc d'abord, il a commencé par faire ses études en commerce. En fait, il a commencé à acquérir des petits commerces puis à faire son argent comme ça. Et ensuite, il a eu assez d'argent pour pouvoir s'inscrire en médecine. Donc c'est vraiment comme il était un enfant d'agriculteur, donc il a vraiment fait ça par lui-même. Et finalement, il s'inscrit en médecine en 1836. Malheureusement, ses sympathies patriotes vont l'interrompre dans ses études et il va donc être arrêté en 1838. Mais dans la prison, il va soigner ses compatriotes et donc il va avoir les bonnes grâces du médecin de la prison et ça va comme l'encourager dans sa pratique médicale. Il va obtenir sa licence de médecine en 1844 et quelques années plus tard, il va devenir professeur à l'école de médecine et de chirurgie de Montréal où il enseigne la matière médicale, c'est-à-dire l'art de soigner avec les médicaments ainsi que la botanique. Donc, il va aussi s'affilier à l'Hôtel-Dieu où il va s'opposer à la campagne de vaccination contre la variole. Donc, c'est quand même un médecin qui avait une crédibilité dans la société. C'est sûr qu'après, nous, on le regarde et on dit, ben oui, mais il était contre les vaccins, il devait être un peu bizarre, mais à l'époque, il savait pas du tout. Puis, c'était vraiment, il était vraiment une personne très crédible dans le monde médical. Donc, tout ce qui va s'ensuivre dans sa production de médicaments, lui étant très actif dans sa communauté, il va aussi créer des associations de médecins, augmenter les communications entre les médecins. Donc, c'était vraiment une personne qui avait beaucoup de crédibilité dans le monde médical. Donc, ce qu'il va faire ensuite, c'est un peu, pour nous, maintenant, ça sonne un peu étrange. Parce qu'en fait, il va créer beaucoup de médicaments. Son premier qu'il crée en 1845 environ, c'est le sirop des enfants du Dr Coder. Et ça, c'est le nom complet du médicament, sirop des enfants du Dr Coder.
Et dans les publicités de ce sirop-là, ça va mentionner que le médicament a été approuvé par les professeurs de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal et que c'est un remède pour plusieurs maux comme les coliques, la diarrhée, la dysenterie, la dentition douloureuse, l'insomnie, la toux et le rhume. Il fait juste des miracles, ce médecin-là. Un seul petit sirop pour régler tous ces problèmes. C'est économique. Et donc, c'est un médecin qui est crédible et tout ça. Et donc, il utilise un peu ses collègues aussi en disant les médecins l'approuvent, tout le monde approuve ça et ça marche en fait en publicité alors que il y a beaucoup de charlatans. Lui, il a comme son aura de médecin un peu, donc ça vend bien. Finalement, il va vendre la recette de son sirop pour en faire à d'autres fabricants et la vente va continuer pendant plusieurs années. Lui, de son côté, va continuer à faire d'autres médicaments, notamment un sirop expectorant et un élixir tonique. Et c'est quelques années plus tard, en fait, qu'il va produire le hit du siècle, en fait, les fameuses pilules rouges pour les femmes pâles et sensibles, je le rappelle. Le docteur Coderre va décéder en 1888 et en fait, c'est quelques années avant que les premières publicités comportant son produit et son nom ne soient lancées dans toutes les publicités canadiennes françaises. Et donc, ça va prendre l'intervention d'un autre médecin qui est le docteur Arthur Mignot. Lui aussi vient de Saint-Denis. Lui aussi a fait ses études à l'École de médecine et de chirurgie de Montréal. Et lui va obtenir son diplôme en 1888, va quitter Montréal pour aller pratiquer aux États-Unis et ensuite va revenir en 1896 et va fonder la compagnie chimique franco-américaine. Et c'est cette compagnie-là, en fait, qui va racheter la recette des petites pilules et qui va les vendre de façon vraiment massive. Et les campagnes de publicité vont vraiment être plus ou moins honnêtes, très puissantes, mais en appelant toujours aux médecins et au prestige des médecins pour faire la publicité et rendre les produits crédibles. Donc, dans les premières années, même si le médecin est mort depuis plus de 10 ans, ça va quand même s'appeler les pilules rouges du docteur Coderre. Et ça va prendre un autre 10 ans avant que le mot docteur Coderre soit retiré et que ça devienne seulement les petites pilules rouges pour les femmes pâles et faibles. Et donc, les témoignages, comment ils fonctionnaient, c'est qu'ils demandaient aux femmes qui utilisaient les pilules de leur envoyer des témoignages des bienfaits associés à la prise de ces pilules-là. Et eux leur envoyaient en échange des échantillons. Et ensuite, ils modifiaient les témoignages, les publiaient dans les journaux avec les photos des femmes ainsi que leur adresse. Et donc, en disant un peu, va leur demander, tu leur demanderas à Madame Untel si elle est vraiment satisfaite. Donc, c'est quand même... Tu vas souper chez eux, elle va t'en parler. C'est un peu douteux. Elle en a, 6 paquets. À titre d'exemple, le 12 octobre 1899, dans le Courrier du Canada, Madame Louis Leclerc, résident au 208 rue Sainte-Hélène à Saint-Roch, dit « J'ai pris les pilules rouges du docteur Coderre pour faiblesse générale et anémie. J'étais d'une pâleur et d'une maigreur qui me rendaient très faible. » Pâle et faible, je vous le dis, comme les mots-clés sont dans le texte. Je souffrais de maladies particulières aux femmes. J'avais pris bien des remèdes, mais sans succès. Les pilules rouges du docteur Coderre m'ont fait du bien aussitôt que j'ai commencé à les prendre. Je les recommande comme étant très bonnes et peu dispendieuses. Donc, tous les mots sont là pour... En fait, on voit clairement que c'est pas elle qui l'a écrit, ça a aucun sens comme témoignage de quelque chose, mais leur campagne de publicité était vraiment basée sur ces témoignages-là. Puis à partir de ça, ils organisaient aussi des cliniques portes ouvertes pour que des femmes viennent consulter des médecins de la compagnie franco-américaine, parce que les médecins réguliers n'avaient pas trouvé de solution à leurs maux, et donc elles pouvaient venir consulter ces médecins-là qui étaient vraiment bons et qui allaient comme régler tous leurs problèmes magiques avec cette pilule-là. Et donc voilà, ensuite avec le temps en fait les témoignages vont changer et le docteur Coderre, comme je le disais, va disparaître du titre des pilules et ensuite ça va seulement être les pilules rouges qui vont diminuer les souffrances, ramener une santé florissante. Puis ça se transforme aussi en 1922 par exemple, j'ai trouvé un témoignage qui disait que les pilules ont des effets de prise de poids. La femme disait après avoir pris une dizaine de boîtes de pilules rouges, j'avais engraissé d'une quinzaine de livres et je me portais très bien. Et donc ça en dit beaucoup sur la transformation des objectifs. En fait, les pilules tout d'un coup te font prendre du poids. En fait, c'est un peu, ça a pas de sens, mais c'est surtout que on s'attendait plus aux mêmes choses des médicaments, les standards de beauté, les standards de santé surtout étaient différents, et donc le discours de publicité se transformait aussi.
Puis en fait, à partir de ce moment-là, il y a aussi l'augmentation du côté scientifique des traitements et tout ça, et ça va vraiment entraîner une diminution de ces traitements-là qui sont un peu l'idée des remèdes miracles là, qui existent, c'est un peu ça se peut difficilement, on s'entend, et donc l'idée ça va être beaucoup plus la crédibilité des médecins va reprendre du galon et tout ça, donc les publicités vont diminuer avec le temps, et j'imagine que les clientes aussi vont arrêter de faire confiance à ce type de médicaments-là. Et la compagnie franco-américaine, elle, va cesser ses activités vers 1975 environ, mais pour les publicités, les pilules rouges, à partir de 1960-1965, il y en a vraiment plus beaucoup dans les journaux là. Peut-être que ça s'achetait encore un peu après, mais vraiment, mettons la période de gloire de ces pilules-là, c'était à peu près jusque dans les années 40. Après ça, ça diminuait de façon importante. Puis, je sais pas si tu as vu ça dans tes recherches, mais est-ce qu'on voyait des contre-témoignages par exemple, dans les lettres ouvertes, dans le courrier des lectrices? Est-ce qu'il y avait des gens qui critiquaient déjà ces pilules-là, ou il n'y a pas eu vraiment de critique, ou t'en as pas vu? Ben, moi, j'en ai pas vu, mais je me suis vraiment concentrée sur les publicités, donc j'ai vraiment pas... il y a peut-être des gens qui ont travaillé justement sur mettons Maud Savaria qui a travaillé sur les lettres ouvertes dans les chroniques, le courrier des lecteurs, merci. Et donc elle, peut-être qu'elle en a vu des trucs comme ça, moi je sais pas, mais tu sais, vu que c'est des publicités payées, tu sais, c'est que ça c'est présenté, on dirait des articles, mais tu sais que c'est payé, tu sais que c'est des publicités, ça prend des pages entières parfois, mais c'est des témoignages, puis ça dit toujours les pilules, l'acheter, c'est tellement bon. Je me demandais s'il y avait eu comme une prise de parole par rapport à ça, fait que ça l'avait aidé comme à les enlever justement des journaux. Mais j'ai vraiment à regarder la temporalité de tout ça, c'est comme si vraiment à un moment donné, le discours scientifique prend de l'importance, puis prend de la crédibilité, puis on se met à faire plus confiance, puis les femmes mettent leur santé plus dans les mains des médecins, et à partir de ce moment-là, ben les remèdes miracles pour des maux féminins, c'est moins d'actualité. OK. C'est comme l'exemple que donnait Magali tantôt avec le collier de pure noisettie. Oui, à un moment donné, on en est revenu. Voilà. C'est ça. Je n'osais pas le faire en ondes, mais ça y est. C'est fait. C'est fait. Désolée, Marcel Leboeuf. On le salue d'ailleurs. C'est cool. Mais merci beaucoup, Amélie. Merci aussi à nos collabos, mais aussi à nos invités de cette semaine. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je sais que ça va être difficile d'attendre jusqu'à la semaine prochaine, mais c'était d'ailleurs une très belle première émission. Je pense que ça commence bien notre saison 2019-2020. Bref rappel, vous pouvez écouter et réécouter l'émission en balado sur iTunes et Spotify, et on se revoit vendredi prochain pour une prochaine émission, dès 16h sur les ondes de choc.ca. Donc bonne saison et bonne fin de semaine.